démarche thérapeutique à réaliser. D'accord? Donc, je reviens grosso modo sur la notion de désinfection que vous avez vue en long et en large l'année passée. Vous me suivez? C'est bon? Oui, madame, on suit. Très bien. Le traitement conservateur d'une dent atteinte de parodontite apicale, ça va être quoi? Ça va être une intervention qui va consister à éliminer le foyer infectieux, d'accord? Dans un premier temps. Donc, la suppression définitive chirurgicale et médicamenteuse du foyer infectieux, donc en l'occurrence, le foyer nécrotique. On a dit que ça commençait par une nécrose pulpaire, d'accord? Qu'est-ce qui va faire suite à ça? Une fois qu'on élimine la cause, on va créer une cicatrisation, d'accord? Donc, cette cicatrisation, on a dit, elle va se situer au niveau du périapex et elle va être ostéo-sémentaire, d'accord? On a dit que pour les pulpites, c'était uniquement sémentaire, mais pour les parodontites apicales, ça va être ostéo-sémentaire. Pourquoi? Parce que combien même la lésion est petite et elle n'est pas visualisée sur le plan radiologique, il faut savoir qu'il y a quand même une altération de l'os à ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle est ostéosémentogène. D'accord? On appelle les thérapeutiques des nécroses et des parodontites apicales des thérapeutiques ostéosémentogènes. J'insiste là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de ce traitement? On va éliminer les bactéries canalaires pour obtenir la guérison de la lésion avec reconstitution des tissus de soutien. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Donc, le principe du traitement, ça va être quoi? On va éliminer le tissu gangréné, donc nécrosé, et il faut non seulement l'éliminer, mais aussi éviter que ça récidive. D'accord? Donc, c'est-à-dire que rendre le milieu non convenable par rapport à nos bactéries, à leurs sous-produits. Donc, le désinfecter parfaitement et par la suite, bien sûr, l'obturer, ne pas laisser de vide, ne pas laisser de hiatus, ne pas laisser d'anfractuosité. D'accord? Tout ça pour rendre impossible le développement ultérieur des bactéries. D'accord? Ça, c'est les objectifs ou le principe de nos thérapeutiques. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour supprimer ces bactéries et leurs sous-produits? On va utiliser une double suppression, si vous voulez. On va avoir recours à deux moyens. Le premier moyen est mécanique, vous le savez, c'est la préparation canalaire avec une broche ou avec des limes, etc. Ça dépend du système que vous utilisez pour la préparation canalaire. Mais ceci n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le canal n'était pas un canal, mais c'était un système canalaire ou un arbre canalaire. Donc, il était impératif d'utiliser des produits chimiques. Le produit chimique, vous le connaissez par excellence, ça va être l'hypochlorite de sodium, mais il ne suffira pas seul, on est obligé d'utiliser de l'EDTA. On va revoir ça pourquoi, d'accord? On va voir pourquoi dans un petit moment. Donc, du côté apical, qu'est-ce qu'on va faire? À partir du moment où on va désinfecter, on va nettoyer, il faut bien sûr sceller. D'accord? Avec quoi on va sceller? Avec l'obturation canalaire. D'accord? Pourquoi? Pour éviter qu'on ait des voies de recontamination par voie rétrograde, c'est-à-dire par l'apex. Et je vous ai dit la dernière fois qu'un traitement endodontique bien mené, correct, bien obturé, n'était pas suffisant, qu'il fallait absolument faire la restauration coronaire la plus étanche possible, la plus hermétique possible et le plus rapidement possible. Je suis partie même plus loin, je vous ai dit qu'à la limite, si on ne fait pas un traitement endodontique parfait, on a un petit manque de 2-3 mm, c'est tolérable à condition de faire un traitement restaurateur, c'est-à-dire coronaire, étanche, d'accord? Mais l'inverse n'était pas si évident. C'est-à-dire que si vous faites un traitement endodontique parfait, si par la suite ce traitement n'est pas terminé avec une bonne restauration coronaire, là, par contre, vous risquez d'avoir un échec, d'accord? Donc là, c'est une image radio claire très importante au niveau, vous voyez, elle englobe les deux dents, l'incisive centrale et l'incisive latérale, d'accord? Vous voyez qu'après un traitement endodontique très classique, très simple, avec une obturation étanche, on arrive à avoir une cicatrisation à 1 an post-opératoire, d'accord? Pour vous dire que la taille de la lésion, il ne faut pas qu'elle soit alarmante, il ne faut pas qu'elle conditionne l'extraction. On ne va pas dire parce qu'il y a une réaction périapicale importante que c'est une dent qui est vouée à l'extraction. Pas du tout. De simples traitements endodontiques, s'ils sont bien menés, avec une parfaite désinfection, une bonne obturation, on arrive à avoir une très, très bonne cicatrisation. D'accord? Donc, on a dit que c'était
ça correspondait finalement au nettoyage et au traitement d'une plaie chirurgicale. Donc, on va nettoyer la plaie tout simplement, la cureter s'il y a lieu, la désinfecter et par la suite, l'obturation canalaire, c'est comme si on faisait une suture, c'est-à-dire qu'on allait bloquer le passage ultérieur de bactéries qui viendront de l'extérieur. D'accord? Donc, le parage canalaire, d'un canal infecté, on a dit qu'il était utilisé ou qu'il était réalisé à l'aide d'instruments divers, que ce soit mécaniques ou manuels. Ça, vous l'avez vu lors du cours de préparation canalaire, d'accord? Et vous avez vu la notion de ce qu'on appelle la pénétration canalaire ou ce qu'on appelle le cathétérisme, d'accord? C'est la pénétration passive du canal, d'accord? Sans forcer, c'est juste pour évaluer la perméabilité canalaire. Et je vous ai dit, avant même ce geste, c'est-à-dire le cathétérisme, il faut d'abord irriguer avant d'introduire la première broche de cathétérisme. Pourquoi? Pour diminuer la charge bactérienne et pour éviter justement de refouler des bactéries au niveau de la région périapicale. D'accord? Donc, c'est ça la règle d'or à respecter. Il faut absolument irriguer avant de faire votre pénétration ou votre cathétérisme. D'accord? Une fois qu'on termine notre parage, il faut absolument, comment on vérifie qu'on a fini notre préparation canalaire. Là, je le reprends juste rapidement, mais normalement, vous êtes censé le savoir. La préparation canalaire est jugée finie quand vous avez la sensation de paroi dure au niveau de votre canal. C'est-à-dire, tant que vous grattez, il y a de la dentine molle. C'est exactement comme quand vous faites le traitement des dentinites. Tant que vous avez de la dentine molle, d'accord, ça veut dire que c'est une dentine qui est infectée, qu'il va falloir absolument l'éliminer. Dès que vous avez une sensation de paroi dure, là, ça veut dire que il n'y a plus de dentine infectée et vous allez axer beaucoup plus sur l'irrigation pour terminer votre désinfection. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour savoir que vous avez fini votre préparation canalaire, bien entendu, c'est la coloration du liquide qui va ressortir de votre canal. Au fur et à mesure que vous allez irriguer, il faut constater la coloration de votre liquide. Est-ce qu'il y a encore des débris? Est-ce qu'il est coloré ou est-ce qu'au contraire, il est translucide, il est pur? Si vous arrivez à ce résultat, ça veut dire que vous avez éliminé pratiquement tout ce qu'il y a dans le canal, ce qui est infecté. D'accord? Ce qui est important aussi à savoir, on a dit l'irrigation, elle faisait suite à chaque passage instrumental, on avait insisté là-dessus, et il faut renouveler la solution d'irrigation. Ça, c'est très important. D'accord? À chaque fois que vous faites un passage instrumental, vous réirriguez une deuxième fois. D'accord? Pour dynamiser, déjà pour qu'il y ait un mouvement de dynamisation, qu'il y ait une remontée des débris et aussi pour que votre produit, il ne faut pas oublier que c'est un produit chimique, qu'à partir du moment où il sera dans le canal, il va y avoir des réactions chimiques, il va y avoir une libération d'oxygène, de chlore, etc. C'est ça ce qu'on recherche, une action de saponification des graisses. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faut renouveler ce liquide pour qu'il reste justement efficace. Donc, on avait dit qu'il y avait des petits canalicules dentinaires qui étaient bien entendu inaccessibles à l'action mécanique. D'accord? C'est pour ça que notre action chimique, elle est importante et elle est même déterminante, d'accord, par rapport aux suites opératoires, par rapport à notre pronostic. Donc, au niveau de ces canalicules, vous allez avoir deux actions. Vous allez avoir l'action de l'hypochlorite de sodium, qui, je vous ai dit, a la particularité d'agir et protéolytique, donc d'agir sur les protéines et les graisses. Il va avoir une action saponifiante des graisses, d'accord? Mais par contre, l'hypochlorite de sodium n'a aucune action sur la fraction minérale. Il va agir sur la fraction organique, mais pas sur la fraction minérale, de la boue dentinaire. Donc, il s'agit d'éliminer la boue dentinaire. Donc, pour éliminer la fraction minérale, là, on est obligé d'avoir recours à l'éthylène diamine tétraacétique, donc le DTA. D'accord? Le DTA en endodontie, il est sous deux formes, liquide à 17% ou sinon en gel. En gel, on l'utilise au début de la préparation canalaire, on en met sur les broches, d'accord, pour faciliter l'entrée des broches, leur perméabilité. Et le liquide, on va l'utiliser plutôt en fin de préparation pour le rinçage final, pour éliminer tout ce qui est débris à la fin, d'accord? Donc, ces deux produits associés vont nous libérer nos canalicules et nos canaux accessoires et secondaires. D'accord? Pour ce qui est de l'obturation canalaire au niveau de ces canaux accessoires et secondaires, on a dit
qu'à partir du moment où nous avons une bonne préparation canalaire, où on va décongestionner ces canaux, on va tout éliminer comme débris, très souvent, quand on fait notre obturation canalaire, que ce soit avec une condensation latérale ou avec une condensation à chaud de gutta, on arrive à obtenir du cimentellement ou de la gutta qui va fuser au niveau de ces canaux secondaires et au niveau des deltas apicaux, et on pourra le constater à la radio post-opératoire, c'est-à-dire après l'obturation canalaire. Donc, un autre point important pour la désinfection canalaire, on a dit il y a les irrigants qu'on utilise, donc à savoir l'hypochlorite et le DTA, mais il y a aussi une désinfection extemporanée qu'on va appeler les pansements, d'accord, intermédiaires. Avec quoi on fait la désinfection intermédiaire? C'est tout simplement avec l'hydroxyde de calcium. Vous savez très bien que l'hydroxyde de calcium est une base, donc il est très alcalin, d'où son action sur l'acidose bactérienne, d'accord? C'est très recherché, il va neutraliser les bactéries justement. C'est pour ça qu'on aura tendance à l'utiliser à chaque fois qu'il y a une complication au niveau du périapex, d'accord? Vous allez voir au moment des traitements que dans certains cas, une mise en place d'un pansement à l'hydroxyde de calcium dans le canal, d'accord, est obligatoire. Comment on met l'hydroxyde de calcium dans le canal? Ce n'est pas l'hydroxyde de calcium que vous allez mettre au niveau de la chambre pulpaire quand il y a un contact, d'accord, quand il y a une perforation de la chambre pulpaire, pas du tout. C'est un hydroxyde de calcium qui est en poudre, d'accord, que vous allez mélanger de préférence avec du sérum physiologique, d'accord, consistance crémeuse, d'accord, et vous allez l'injecter avec un bourre-patelantulo dans le canal. Et on va le laisser une semaine pratiquement. Il va continuer la désinfection grâce à ses nombreuses actions. Il va assécher le canal s'il sointe encore ou s'il y a du sang, d'accord. Il a une action hémostatique, une action désinfectante et une action astringente, d'accord. Donc c'est pour ça que on doit l'utiliser à chaque fois que nous avons un problème de ce type-là, d'accord? Soit on n'a pas fini la désinfection, on n'est pas sûr de notre désinfection, soit le canal saigne encore, on n'arrive pas à le sécher, d'accord? Ou sinon, s'il y a du pus, d'accord? Là, on est obligé d'utiliser de l'hydroxyde. Madame, oui. Est-ce qu'on peut utiliser l'hydroxyde de calcium avec le poudre, avec de l'anesthésie mélangée? Avant, on utilisait justement l'hydroxyde de calcium poudre avec de l'anesthésie. Mais après, en revoyant ses propriétés chimiques, on a vu qu'il était plus intéressant de le mélanger avec du sérum physiologique. D'accord? Il altère moins sa structure, il est plus efficace. D'accord, merci. Parce qu'en fait, l'anesthésie, elle apporte rien. Vu que c'est une dent nécrosée, il n'y a aucune raison d'utiliser de l'anesthésie. D'accord? Déjà, même, de toute façon, si vous réfléchissez logiquement sur le plan financier, c'est plus intéressant d'utiliser du sérum physiologique que gaspiller une carpule d'anesthésie. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, voilà, ça c'est pour l'hydroxyde de calcium. D'accord? Donc, je reviens rapidement sur l'hypochlorite de sodium que vous connaissez. On a dit que le minimum actif, c'était 2,5. Le maximum toléré, c'était 5,25. D'accord? L'école américaine, ils ont tendance à utiliser des concentrations très élevées. D'accord? Et les autres pays ont tendance à utiliser des concentrations de 3, 3,5 en général. D'accord? Par contre, l'action de l'hypochlorite à 5 est très efficace, mais je vous ai dit qu'il fallait l'utiliser sous digue, d'accord? Parce qu'il suffit qu'une goutte touche la langue de votre patient, ça risque de le brûler, etc. C'est un produit qui reste quand même très caustique. Donc, ce que je vous demande, bon, là, vous avez des préparations, bien sûr, commercialisées qui sont préparées, qui sont stabilisées. Il y a des stabilisateurs et des produits stabilisateurs dedans. Vous avez le Parcan qui a une concentration de 3%. Il y a le Clorax, par exemple, qui est à 5,25. Mais il y en a d'autres qui sont commercialisés. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont stabilisés. Mais sinon, vous pouvez très bien le préparer vous-même. Par contre, quand vous le préparez vous-même, je vais vous donner la règle de préparation de dilution. Normalement, tout ça, vous l'avez vu en 3e année dans le cours de pharmacologie, mais ce n'est pas grave. C'est un rappel, il faut le garder en tête parce que vous allez l'utiliser en clinique. D'accord? Donc, vous le préparez vous-même, il y a 2 conditions. Il faut le préparer au jour le jour, d'accord? Parce que c'est un produit qui est instable, donc il va se dégrader quand même dans la journée. Et il faut absolument le mettre à l'abri de la lumière. Donc, vous utilisez une bouteille qui est opaque, d'accord? Ou sinon, vous l'opacifiez, vous l'enroulez avec quelque chose d'opaque, d'accord? Parce qu'il est sensible à la lumière. Donc là, je vous demanderai de faire une photo de cette image ou une capture d'écran, parce que c'est ça la base de votre dilution d'hypochlorite, d'accord? Il faut savoir que 9 degrés chlorométriques correspondent à 2,6
de chlore actif, d'accord? Nous, c'est ça ce qui nous intéresse, pardon, c'est le pourcentage, d'accord? On a dit que c'était entre 2,5 et 5,25. En général, ce qu'on trouve dans le commerce, les berlingots à 36 degrés, vous les trouvez, il faut vérifier juste votre berlingot, vous allez trouver 36 degrés de chlore, d'accord, de chlore actif. Ce 36 degrés correspond à 9,6, d'accord, de chlore actif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on le dilue au tiers, donc une dose d'eau de Javel en berlingot et 3 doses d'eau, on va obtenir une solution à 3,2. Si on le dilue au quart, on va obtenir une solution à 2,4. D'accord? Mais c'est ça votre base. Donc, 9 degrés, c'est 2,6. Après, ça sera en fonction de l'hypochlorite que vous allez retrouver. Donc, vérifiez votre étiquette. Selon ce que vous allez trouver comme degré, vous allez utiliser la règle de 3, tout simplement. Donc, vous mettez 9 égale à 2,6, 36 égale à combien, par exemple? D'accord? Et vous trouverez votre X. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Vous avez compris comment faire la dilution? Oui, madame. Très bien, c'est assez simple. C'est bon? Donc, pour le DTA, on a dit on peut l'utiliser au début en gel pour faciliter la pénétration, par la suite en liquide pour faire le rinçage final. On a dit que son action était uniquement sur la fraction minérale. D'accord? L'hydroxyde de calcium, je vous ai expliqué, c'est en poudre, c'est l'hydroxyde de calcium en poudre, forme magistrale, qu'on mélange avec du sérum physiologique, qu'on remplit avec un bourre-pâte lentulo dans le canal. Là, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Quand vous mettez l'hydroxyde de calcium dans votre canal, il faut savoir qu'il a la même radio-opacité que la dentine. Donc, comment savoir que votre canal est plein? C'est tout simplement quand la lumière canalaire va disparaître. Il ne va pas être opaque. Vous allez avoir exactement la même opacité que votre racine, que votre dentine. Vous allez avoir une continuité entre vos parois et votre lumière canalaire. C'est comme ça que vous saurez que votre canal est rempli. Par rapport à cette problématique, pour avoir une opacité supplémentaire, il y a des produits qui sont commercialisés qui contiennent des opacifiants, d'accord? Par exemple, l'oxyde de bismuth, etc. En général, c'est des métaux lourds. Ces métaux lourds vont servir d'opacifiants et qui vont vous permettre d'avoir vraiment une image radio-opaque, très claire, très visible à la radio, d'accord? Mais ces métaux lourds ont tendance à être controversés parce que leur utilisation serait susceptible de créer des altérations cancérigènes pour certains, etc. Donc, nous préférons utiliser la forme magistrale, tout simplement, mélangée avec du sérum physiologique, étant donné que son efficacité est prouvée et sa nocivité aussi. Sa absence, de nocivité. Donc, on a dit, après la désinfection, irrigation et éventuellement une obturation extemporanée, il faut maintenir la désinfection avec quoi on a dit? Avec l'obturation canalaire, tout simplement, et l'obturation coronaire. C'est clair jusque-là? Donc, on entame les thérapeutiques proprement dites des liposes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, d'accord? Vous m'arrêtez, il n'y a aucun problème. Donc, les liposes, on a dit que pour faire simple, d'accord, on les avait divisées en deux catégories. Les lésions chroniques et les lésions aiguës, d'accord? La règle générale est que l'aigu, on ne l'obture jamais le même jour. Ça, c'est systématique. Il faut d'abord le rendre chronique, c'est-à-dire le calmer, éliminer la douleur, pour par la suite obturer. Vous êtes d'accord? L'aigu est considéré comme étant une urgence, d'accord? Donc, ce n'est pas à chaud qu'on va le traiter, mais à froid. Donc, on intervient à deux moments. Une première action pour calmer la douleur, éliminer la douleur, et une deuxième séance pour faire votre obturation canalaire. Ce qui n'est pas valable pour les lésions chroniques, d'accord? Oui, on peut les obturer la même séance, à condition, bien sûr, d'avoir bien désinfecté, bien nettoyé, bien préparé, etc. Les règles de désinfection classiques que vous connaissez. D'accord? Juste pour l'aigu, on a dit qu'il fallait passer par une autre étape. Voilà, donc c'est un traitement pour les parodontites aigus. C'est un traitement d'urgence. Le but étant de soulager le malade, car la douleur peut être très violente. D'accord? Donc, pour la parodontite apicale, simple. On a dit qu'on avait des parodontites dues à une augmentation de la restauration, une surocclusion, vous vous rappelez, la dernière fois. Donc, à ce moment-là, on a dit qu'il fallait utiliser du papier bleu, réduire la hauteur, d'accord? Et là, en général, ça disparaissait.
Pourquoi nous, en endodontie, en traitement endodontique, on vous contre-indique l'intraligamentaire? On vous dit, vous faites uniquement une para-apicale. Dans les traitements endodontiques, vous faites éventuellement une intrapulpaire. Et pour les dents, les molaires du bas, on peut faire une tranculaire. Voilà, je perds mes mots. On peut faire une tranculaire, d'accord? L'intraligamentaire, pour l'OCE, elle est contre. Déjà ça. On n'utilise pas la ligamentaire. Exactement, pour la dissémination bactérienne, très bien. Et justement, quand cette dissémination bactérienne, ça va créer des parodontites apicales. C'est pour ça qu'on l'interdit. Quand on fait un traitement restaurateur ou un traitement endodontique, on ne fait jamais d'intraligamentaire. Si vous faites une extraction, oui, il n'y a pas de souci, ça passe. Vous faites une intraligamentaire, vous faites l'extraction de la dent. Mais si c'est pour un traitement restaurateur, c'est proscrit, d'accord? Parce que ça crée justement des parodontites apicales, d'accord? Donc, si la parodontite apicale aiguë est une complication de l'infection endodontique, par contre, donc on a à ce moment-là une atteinte pulpaire, d'accord? On a dit au premier stade, on pouvait avoir des tests de vitalité qui sont positifs, surtout pour les pluriradiculés. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la pulpectomie, tout simplement, d'accord? On va faire notre cathétérisme, calculer notre longueur de travail, faire la préparation canalaire, la désinfection et l'élimination de la pulpe, d'accord? Et lorsque la parodontite apicale est installée, c'est-à-dire que vos tests de vitalité sont négatifs, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser bien sûr notre cavité d'accès, faire notre débridement et désinfection au maximum, d'accord? Nettoyer vraiment au maximum et mettre un hydroxyde de calcium, d'accord? Comme on l'a décrit tout à l'heure, vous le préparez, consistance crémeuse avec un lentulo dans votre canal, vous le laissez une semaine, d'accord? Un pansement qui sera mis en sous-occlusion pour éviter le contact, justement pour soulager le patient. Ça, c'est très important. Il ne faut pas le mettre surélevé, il faut toujours le mettre en sous-occlusion. Au bout d'une semaine, on va voir que la douleur a cessé pour la simple raison qu'on a fait le traitement étiologique, on a éliminé la cause, d'accord? Donc, il ne va pas y avoir de douleur, le patient va revenir. L'hydroxyde de calcium en canalaire s'élimine très facilement. Il suffit d'irriguer, d'introduire une broche, ça part parce qu'il est hydrophile, d'accord? Il est sensible au liquide, donc vous allez l'éliminer assez rapidement. Et là, vous allez faire tout simplement, si vous n'avez pas terminé votre préparation, vous terminez votre préparation canalaire et vous ferez votre obturation canalaire classique. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, pour l'aigu, ça se fait en 2 temps. Madame? Naam, oui? Le traitement d'urgence de parodontite aiguë. Oui? On calme la douleur, c'est tout. C'est la désinfection. C'est la désinfection canalaire. Le traitement d'urgence de la parodontite apicale, c'est la désinfection canalaire, la mise en place d'un hydroxyde de calcium. Pour la chronique, on fait l'obturation provisoire ou la chronique, vous allez la voir. Ah, vous allez la voir dans un petit moment. D'accord? La chronique, si, je vous ai dit au début, en introduction, si vous arrivez à faire la désinfection correctement, la préparation, vous avez le temps et vous êtes sûr de votre désinfection, vous pouvez faire l'obturation canalaire la même séance. Il n'y a aucun problème. D'accord. Merci. D'accord? Donc, pour la prescription médicamenteuse, d'accord, on peut, si les douleurs sont importantes pour la parodontite aiguë, on peut donner de l'ibuprofène, d'accord? C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien à dose de 400 mg 3 fois par jour pendant 48 heures minimum, d'accord? C'est selon. Si le patient est soulagé au bout de 48 heures, ok. Sinon, on peut prolonger encore pendant 2 jours supplémentaires, d'accord? Par contre, il n'y a aucun intérêt à prescrire des antibiotiques, on est d'accord? Parce que c'est un stade inflammatoire, non pas infectieux. OK? C'est clair? Oui, madame. Donc, ibuprofène et pas d'antibiotiques, parce qu'il y a beaucoup de dentistes qui ont tendance à donner des antibiotiques à tort et à travers. D'accord? L'abcès apical aigu primaire. D'accord? Là, vous avez une lésion qui est nouvelle. Il n'y a pas d'antécédent de granulome. On a dit la différence entre l'aigu primaire et le secondaire, c'est que le secondaire fait suite à une réaction chronique qui se réchauffe. Le primaire, par contre, non, c'est une première atteinte. D'accord? Par exemple, on a une propulsion d'irritant par une surinstrumentation. Vous avez une dent nécrosée, vous êtes en train de faire le traitement canalaire, vous n'avez pas bien irrigué, vous avez refoulé. Ça peut donner un abcès aigu primaire.
Donc, cliniquement, la dent est très douloureuse à la percussion. Là, je vous ai dit, inutile d'aller faire le test à la percussion parce que le patient, quand il vient, il va vous dire, dès que j'ai un contact, j'ai mal. D'accord? Donc, le diagnostic est évident. Vous faites un test de sensibilité, il est négatif. Donc, c'est clair que c'est une réaction périapicale aiguë. Donc, le traitement d'urgence va être quoi? Va être débrider les canaux, donc la désinfection le plus possible afin de diminuer la charge bactérienne et une médication à l'hydroxyde de calcium, d'accord? Mettre une obturation coronaire provisoire non compressive. Quand je dis provisoire, ça peut être de l'oxyde de zinc-eugénol, du cavite, ce que vous avez sous la main, d'accord? Et mettre la dent en sous-occlusion pour faire se reposer le ligament ou le desmodonte, d'accord? Pour réduire l'inflammation à ce niveau-là. Là encore, on peut donner une médication à base d'ibuprofène, pareil, 400 mg 3 fois par jour, pendant au moins 48 heures, selon le patient. Là encore, pas d'antibiotiques, parce qu'il n'y a pas de pus, d'accord? On ne donne les antibiotiques que quand il y a du pus, d'accord? C'est ça, gardez ça en tête. Infection, antibiotiques, inflammation, uniquement des anti-inflammatoires et des antalgiques, ok? Par contre, pour l'abcès apical aigu secondaire ou abcès phénix, d'accord? Là, c'est un réchauffement. Là, on a un abcès proprement dit avec présence de pus, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir soit du pus en intra-osseux, je vous ai dit, il ne sera pas visible à l'œil nu, soit du pus qui sera visible au niveau du fond du vestibule, d'accord? Et selon ces cas de figure, on va agir différemment. Donc, là, on a un abcès avec une collection purulente, la seule manière de soulager le patient est, bien sûr, de permettre l'évacuation de ce pus. D'accord? Donc, selon la situation à laquelle on aura affaire, on va avoir différentes manières de faire évacuer ce pus. La première voie, quand l'abcès est intra-osseux, d'accord, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas le voir cliniquement au niveau du fond du vestibule, ça va être la voie transcanalaire. Qu'est-ce que ça veut dire la voie transcanalaire? Ça veut dire par le canal. C'est très simple. Vous êtes en train de faire votre désinfection canalaire, vous irriguez parfaitement, vous diminuez au maximum votre charge bactérienne, vous essayez de préparer un maximum, d'éliminer un maximum la boue dentinaire, et là, vous prenez une broche très fine ou une lime très fine et vous allez faire un dépassement au niveau de votre apex, au niveau de votre jonction sémento-dentinaire, vous allez le faire exprès, mais pas un dépassement de 10 mm non plus, d'accord? C'est un dépassement de 2-3 mm. Pourquoi? Pour rompre, parce qu'en général, on a vu que le pus, il est encapsulé. Pour rompre la capsule de pus, et ce pus-là, à partir du moment où vous avez rompu la capsule, il va remonter. Grâce à la poussée d'Archimède, il va remonter dans le canal et il va s'ouvrir par votre cavité d'accès. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement irriguer un maximum, attendre approximativement 15 minutes, d'accord, jusqu'à ce que le pus remonte un maximum. Et dès que vous voyez que c'est bon, c'est propre, il n'y a plus de pus qui remonte, vous irriguez encore, vous mettez de l'hydroxyde de calcium et vous mettez une restauration coronaire provisoire non compressive, d'accord? Ça, c'est le premier cas de figure, d'accord? C'est clair? Madame? C'est bon? Madame? Non. Oui? S'il vous plaît, vous pouvez oui, me répéter? Vous pouvez me répéter? Oui. Alors, bien d'accord. Alors, je reprends. Quand vous avez... Oui, vous avez un abcès, on a dit aigu secondaire, d'accord, un abcès phénix. Et cet abcès-là n'est pas visible cliniquement au niveau du fond du vestibule. Il n'y a pas une voussure, il n'y a pas un œdème. Il est intra-osseux, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire votre désinfection canalaire. Une fois que vous diminuez le maximum la charge bactérienne, vous allez prendre une petite broche et faire un dépassement, d'accord, au niveau du périapex. Quand vous faites ce dépassement, il y a du pus qui va remonter. Et vous allez le laisser se drainer pendant 15 minutes, d'accord? Une fois qu'il s'arrête, vous irriguez et vous mettez un pansement non occlusif. Vous mettez de l'hydroxyde de calcium dans le canal et vous mettez un pansement non compressif. C'est clair? D'accord, oui, merci. Voilà, vous faites exprès de dépasser. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous avez l'abcès qui est visible. Vous le voyez au niveau du fond du vestibule, vous avez une voussure, d'accord? Là, comment on va le drainer? Par incision. On prend un bistouri, bien sûr, on fait une anesthésie loin de la lésion, d'accord? Parce que par rapport au problème de diffusion, donc on s'éloigne un peu tout autour. Et là, on incise au niveau de la région la plus déclive, la plus bombée, avec un contact osseux. Madame, j'ai une question.
Oui. Donc, c'est dans quel cas on doit laisser le canal vide pour drainer en interséance? Ah, on va y venir. C'est une très, très bonne question. On va y D'accord. arriver. Ça, c'est le troisième cas de figure. D'accord. Excellente question. Très bien. C'est bon? Pas d'autres questions? Très bien. Donc, on va continuer. Donc, on a dit le premier cas de figure pour l'abcès phénix, c'était le drainage transcanalaire. On a dit quand l'abcès était intra-osseux. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous voyez l'abcès cliniquement au niveau du fond du vestibule. Donc là, on va y aller par incision. On a dit avec un bistouri, en contact osseux, le point le plus déclive. Vous allez inciser un tout petit peu. C'est-à-dire, vous n'allez même pas inciser en réalité. Vous allez faire rentrer uniquement la pointe de votre bistouri. À partir du moment que la pointe de votre bistouri, elle rentre dans l'abcès, dès que vous avez un contact osseux, vous arrêtez, d'accord? Et vous allez avoir le pus qui va sortir de manière spontanée. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous arrêter à ça. Vous n'allez pas juste drainer. Il faut faire aussi une action au niveau du canal. Vous allez faire votre désinfection. Vous allez faire votre obturation intermédiaire à l'hydroxyde de calcium, d'accord? Et vous allez mettre votre pansement en sous-occlusion toujours, d'accord? Le troisième cas de figure, c'est la question que vient de poser votre camarade et qui est très intéressante. Si aucun abcès n'est présent, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas une voussure que vous voyez cliniquement et le drainage transcanalaire ne ramène rien. Vous allez le tenter parce que vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc, vous tentez un drainage transcanalaire et il n'y a pas de pus qui sort. Rien. D'accord? Par contre, la symptomatologie, elle est bien présente. Vous avez des douleurs intenses. À la radio, vous avez une image radio claire importante, au moindre contact, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement désinfecter, irriguer au maximum et laisser la dent ouverte, justement, pendant 48 heures. Pas plus. Ce n'est pas une semaine. D'accord? C'est le seul cas de figure où on laisse la dent ouverte 48 heures. C'est quand on n'arrive pas à drainer. D'accord? 48 heures après, le patient vient, on continue notre désinfection, on met de l'hydroxyde de calcium, d'accord, pour détruire le processus inflammatoire périapical qui reste, et on obture avec un pansement en sous-occlusion. Là, le traitement endodontique va être envisagé lors d'une troisième séance, d'accord? Là, c'est non plus 2 séances, mais 3 séances où on va faire notre obturation canalaire proprement dite. C'est clair? Oui, bon madame. Oui. Donc, très bien. Donc, pour l'abcès phénix, on a dit 3 cas de figure. Soit on draine en transcanalaire, s'il n'y a pas d'abcès, soit il y a un abcès visible, on fait l'incision, d'accord? Soit il n'y a pas d'abcès visible, donc on ne peut pas faire l'incision, et le drainage transcanalaire ne marche pas, ne ramène rien. Donc là, c'est le seul cas de figure, j'insiste, où on laisse la dent ouverte 48 heures, pas plus. Hydroxyde de calcium, obturation provisoire non occlusif, et par la suite, troisième séance, obturation canalaire. D'accord? Là, ces 3 actes-là, d'accord, quels qu'ils soient, vont être associés, d'accord, pour une première fois à un traitement antibiotique. D'accord? C'est le seul cas de figure, encore une fois, où on va donner de l'antibiotique. Pourquoi? Parce qu'il y a du pus, tout simplement. Donc, on va donner de l'amoxyl, qui est la molécule qu'on utilise beaucoup plus dans ces cas-là, amoxicilline 2 grammes par jour pendant 7 jours. Là, on peut rajouter, selon la douleur, soit du paracétamol tout simplement, ou si la douleur est assez importante, des AINS. Mais en général, nous n'avons pas besoin d'AINS, d'accord? Nous préférons l'utilisation du paracétamol avec l'amoxicilline, d'accord? Des bains de bouche aussi peuvent être recommandés, peuvent être prescrits. C'est clair? Là, je reviens sur ce petit tableau récapitulatif. Je vous ai dit la dernière fois, ou tout à l'heure plutôt, qu'il y avait des règles pour faire l'obturation canalaire. Donc là, je vous dis, pour les chroniques, vous pouvez faire la première séance. Pour les aigus, vous devez d'abord refroidir. En général, on peut obturer la deuxième séance. Pour l'abcès phénix qu'on n'arrive pas à drainer, ça va être en 3 séances, d'accord? Mais à condition que ces critères-là soient remplis. C'est quoi ces critères-là? D'abord, que vous arriviez à bien nettoyer, à bien désinfecter, d'accord? Ça, c'est la première condition.
que vous obteniez une adaptation d'un cône de Gutta à la longueur de travail, ça c'est très très important, que vous arriviez à sécher votre canal, d'accord? C'est-à-dire que tant que vous avez du pus, tant que vous avez des liquides, que vos pointes en papier ne sont pas sèches, vous ne pouvez pas obturer, d'accord? Là, vous mettrez de l'hydroxyde de calcium pour assécher votre canal une deuxième fois. Mais si c'est sec, s'il n'y a pas de symptomatologie, d'accord? Tant qu'il y a de la douleur, tant qu'il y a une sensibilité, on n'obture pas, d'accord? Ça, c'est la troisième condition, d'accord? Donc, adaptation à la longueur de travail, séchage du canal et absence totale de symptomatologie. Si vous avez ces 3 critères, là, vous pouvez faire votre obturation canalaire sans aucun problème, d'accord? Ça, c'est les règles de l'obturation canalaire. Là encore, vous êtes censé les avoir vues, mais on les reprend parce que c'est un point important. C'est clair pour les parodontites aigus? Vous n'avez pas de questions? Comme ça, on passe aux chroniques. Aux chroniques, c'est très simple. Vous avez compris, au cours du cours, on en a parlé et reparlé. C'est bon? Pas de questions? Madame, Oui? concernant la dernière prescription, tu Oui. caractérises le cas, on garde la dent ouverte pendant 48 heures. La prescription d'antibiotiques. La prescription d'antibiotiques, elle est valable pour les 3 cas de figure. D'accord? Ah, Quand on a un abcès phénix, on donne l'antibiotique. d'accord. En dehors du drainage, d'accord? Là, les 3 cas de figure, c'est pour le drainage. C'est comment drainer, d'accord? Mais la prescription médicamenteuse, elle est valable pour les 3 cas. C'est-à-dire, quand il y a un abcès phénix, on donne des antibiotiques. C'est tout. Lorsqu'il y a de pus, on donne l'antibiotique, madame. Exactement, exactement. Quand il y a du pus, on donne l'antibiotique, d'accord? C'est comme pour les cellulites purulentes. Quand on a une cellulite, on va donner un antibiotique. C'est bon? Oui, madame, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, on attaque les parodontites apicales chroniques. On a dit que la parodontite apicale chronique, il y avait la forme granulomateuse ou kystique, il y avait la forme avec fistule. Donc, comme c'est des formes qui sont asymptomatiques, d'accord? Là, on va revenir aux conditions précédentes dont on a parlé. Vous vous rappelez? On a dit, si on arrive à avoir une désinfection, une adaptation à la longueur de travail, un séchage du canal et une absence de symptomatologie, on peut obturer. Donc là, ça s'applique pour nos parodontites chroniques. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un traitement programmé. Donc, vous allez faire votre désinfection correctement en une seule séance et vous vérifiez. Si vos critères sont là, sont respectés, vous faites votre obturation canalaire. Bien entendu, il n'y a aucune prescription à donner. D'accord? Ni dentalgique, ni d'anti-inflammatoire, ni d'antibiotique. Il n'y a pas de raison de donner un traitement. D'accord? Le traitement va être un traitement étiologique, d'accord? Local. C'est clair? Pour la fistule, c'est encore mieux. La fistule est une soupape de sécurité quelque part parce que vous avez un drainage qui est continu. Donc, il n'y a aucun risque. Vous pouvez obturer à condition, là encore une fois, de respecter vos règles d'or, les 3 règles, longueur de travail, cône de Gutta, séchage et pas de symptomatologie. Donc, si vous arrivez à avoir ça, vous obturez le jour même sans aucun problème, d'accord? Donc, on dit que la suppression de la cause entraîne celle de l'effet. Donc, forcément, vous allez avoir une de bonne suite opératoire, d'accord? Pour le kyste apical, là, il faut savoir qu'il y a donc des kystes d'origine endodontique, il y a des kystes latéro-radiculaires qui n'ont rien à voir avec l'endo, d'accord? Donc, si c'est un kyste d'origine endodontique, vous faites le traitement endodontique, ça va guérir, d'accord? Si c'est un kyste d'origine latéro-radiculaire, si vous faites le traitement endodontique, ça ne va pas guérir. Mais là encore, vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'il s'agit d'un kyste d'origine endodontique ou d'un kyste latéro-radiculaire. Donc, vous faites le traitement endodontique et vous faites le suivi de la dent, d'accord? Si vous voyez qu'au bout de 6 mois, une année, vous avez une stabilisation et un début de cicatrisation, ça veut dire que c'est bon. Si vous voyez qu'au contraire, le kyste prend encore de l'ampleur, il augmente de taille, etc., là, vous devez avoir recours à la chirurgie endodontique. D'accord? Ce n'est pas le traitement endodontique qui va guérir, vu que le kyste n'est pas d'origine endodontique. D'accord? Donc, la chirurgie apicale, elle reste vraiment en dernier recours. Vous allez avoir un cours sur la chirurgie périapicale en 5e année. C'est vraiment le dernier recours avant l'extraction, d'accord? Donc, on fait notre traitement endodontique, quelle que soit la taille de la lésion, on le fait, d'accord? Si ça ne marche pas, on peut avoir recours à la chirurgie apicale, d'accord? Si ça ne donne pas pour des raisons extrêmes, c'est là vraiment où on commence à penser à l'extraction et au remplacement de la dent, d'accord? Par exemple, ce cas de figure, vous voyez, on a une dent, d'accord?
avec un screw post. Vous voyez qu'il y a un screw post ici, d'accord? Une obturation canalaire, vraiment un semblant d'obturation canalaire qui n'est pas faite correctement. Donc là, la couronne a été décellée, il s'agissait d'une couronne, d'accord? L'obturation canalaire a été refaite, d'accord? Mais au bout d'une année après encore, on voit toujours qu'il y a une réaction périapicale, d'accord? Là, il y a plusieurs raisons. Soit il y a la désinfection qui n'a pas été bien réalisée, soit il y a un canal accessoire qui n'a pas été désinfecté et obturé, etc. Donc là, on est obligé d'avoir recours à la chirurgie endodontique, passer une année. D'accord? On temporise pendant une année. Si ça ne donne pas, d'accord? Bon, bien sûr, on temporise une année s'il n'y a pas d'aggravation, s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de symptomatologie, s'il n'y a pas de réchauffement. Sinon, on est obligé de traiter. Donc là, une petite chirurgie au niveau du périapex, un petit curetage, une obturation rétrograde a fini par régler les choses. D'accord? Ça, c'est juste pour que vous ayez une idée comment on appelle ça, du gradient thérapeutique. C'est quoi le gradient thérapeutique? C'est-à-dire avancer du moins invasif au plus invasif. Ça s'applique à toutes nos thérapeutiques. D'accord? Donc, on tente le traitement endodontique. Si ça ne marche pas, on pense à la chirurgie. Si ça ne marche pas, là, on pourra commencer à penser à l'extraction, réimplantation. D'accord? Les causes d'échec, ça va être quoi? C'est ce qu'on disait. Ça va être une préparation insuffisante. Vous n'avez pas assez préparé votre canal, une obturation incomplète, une obturation non hermétique, une fêlure radiculaire. Souvent, on a des fêlures radiculaires qu'on ne peut pas objectiver à l'œil nu, ni radiologiquement, elles ne sont pas visibles. Les problèmes de déhiscence et de fenestration en paro que vous connaissez. Ou sinon, l'existence de lésions combinées endopparodontales. Ça, je vous ai appris aussi à y penser, à faire un bon examen clinique. Il faut toujours sonder autour de la dent pour éliminer une implication parodontale. Parce que s'il y a une poche et vous faites uniquement le traitement endodontique, ça ne va pas suffire. D'accord? Donc, ça sera une lésion endopparodontale. Il faut faire les deux traitements en même temps. OK? C'est clair?